Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Et les affaires internationales se sont déplacées sur notre territoire hier. Stéphane Bureau, bonjour. Parce que monsieur... La présence au Québec du président Macron. Oui, bien accueilli. Il a quand même assisté à une chicane de famille entre M. Trudeau et M. Legault. C'est un peu comme, tu sais, t'es en visite chez un couple qui sont en instance de divorce, là. Mais quoi qu'il en soit, M. Trudeau, M. Macron, eux, s'entendent bien, là. On a connu à l'époque du libre-échange les trois amigos, et là, j'ai l'impression qu'on avait les deux potes, les deux best brothers. C'était la retrouvaille tant attendue en territoire canadien du premier ministre Trudeau et du président Macron, qui n'était pas venu depuis longtemps. Un point de presse assez exceptionnel hier soir où j'ai eu l'impression que le président avait donné une leçon de choses politiques à Justin Trudeau par son aisance, sa très grande capacité à retenir l'attention et à travailler, je dirais pas en haute voltige, mais quand même avec une certaine dextérité, sans filet, sans note, sans aucune forme de discours. Il a souligné que nous lui avions manqué. C'est une des choses qu'on reprochait au président français de ne pas être venu au Canada, sinon au Québec depuis très longtemps. Puis je me sens bien parmi vous. Cette visite-là, entre toi et moi, c'est pas de la grosse visite officielle planifiée avec des rencontres nombreuses. C'est comme, je suis à New York, là, puis là, une fois rendu là, le Canada, c'est à côté, je vais y aller une demi-journée. Ça faisait un peu ça, là. Alors, je dirais que l'aisance, le confort et l'humour, parce qu'il était assez drôle, il faut le reconnaître, hier, le président Macron était probablement inversement proportionnel à ce que représente réellement le Canada sur la planisphère du président français, qui a probablement d'autres crises plus importantes ou alors certainement des amitiés politiques plus importantes, particulièrement en Europe en ce moment. On l'attendait possiblement, c'était une rumeur qui circulait cet été en juillet, alors qu'il était en déplacement à Washington pour le 50e anniversaire de la création de l'OTAN, pour voir qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui ressemblait à une crise politique en France aussi. On était près du deuxième tour des élections législatives. C'était pas exactement le scénario souhaité par le président. Alors, il y avait à l'agenda un certain nombre de choses, et si on en parle ce matin, au-delà des gentillesses qui se sont échangées. D'ailleurs, sur la forme, le simple fait que Justin Trudeau et Emmanuel Macron se tutoient, je dirais dans les annales de la diplomatie française, c'est plutôt rare. C'est rare que le président français, tout informel soit-il, soit au-dessus à toi avec son interlocuteur. Ça dit quelque chose probablement de leur relation. Ce sont des chefs de gouvernement et d'État qui sont ensemble côte à côte depuis longtemps, les vétérans du G7, et qui sont dans un cas de figure politique qui se ressemble beaucoup, c'est-à-dire qu'ils sont dans les câbles. Leurs statistiques ou leurs sondages sont pas très, très, très favorables. Je pense que c'est 22% pour M. Trudeau d'appui, 25% pour le président Macron. Alors, à l'agenda, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la question du Liban qui devient pressante, avec un avertissement qui a été lancé hier par M. Macron depuis le Canada en disant « Vous devez faire attention, Benjamin Netanyahou, ça serait une faute grave de ne pas respecter le cessez-le-feu qu'on pourrait négocier ensemble au Liban. » Comme si... Et il y a effectivement une distinction à faire entre ce qui s'est passé à Gaza et ce qui se passe présentement au Liban. On a comme haussé le ton cette fois-ci. Faites gaffe, faites attention, c'est autre chose. La réponse courte à ça, je pense, va venir de M. Netanyahou très rapidement. Ça va être, écoutez, mêlez-vous de vos affaires. À ce jour, depuis le mois d'octobre dernier, quand les opérations militaires ont commencé à Gaza, les Israéliens ont fait le dos rond à chaque fois que le plus influent de leurs alliés, c'est-à-dire les États-Unis, Washington, ou ont tenté de le faire plier ou de l'amener à la table de négociation pour qu'il y ait un cessez-le-feu négocié, puis évidemment, avec ça, la libération des otages. Les États-Unis ont même fait semblant, le souligner plus d'une fois, de suspendre les livraisons d'armes pendant 45 secondes pour donner l'impression qu'ils étaient sérieux dans leurs menaces. Ça n'a pas marché. On sait d'ores et déjà que Mme Harris est davantage probablement que M. Biden aligné. Donc, il n'y a aucune pression. Est-ce que le duo des deux potes, Trudeau et Macron, va influer le cours des événements je pense pas. au Liban?
Je pense que si Netanyahou plie pas aux Américains, je pense pas qu'il va plier au duo Macron-Trudeau. Une des questions qu'on se posait hier matin, parce qu'il y a cet accord de libre-échange là, dont on parle depuis, écoute, Jean Charest parlait de ça il y a 20 ans, là, entre le Canada, l'Union européenne, qui est signé sans être signé, là, qui est signé mais pas complètement paraphé par tous les joueurs en Europe pour le finaliser, le sceller. Et là, c'est en France qu'il commence à avoir de l'eau dans le gaz. Ça gosse, pour parler le langage technique, en effet. La vérité, c'est qu'on a une entente de libre-échange entre le Canada et l'Europe qui n'est pas ratifiée par tous les pays membres de l'Union européenne. Ça doit l'être pour qu'il soit appliqué, mais depuis, en attendant, l'essentiel des dispositions sont appliquées par les pays parce que ça fait leur affaire. Il faut comprendre que le Sénat, en mars dernier, a rejeté l'offre. Je t'en parlais hier aussi. Il y a 2 nouveaux ministres dans le nouveau gouvernement, et pas les moindres, la ministre de l'Agriculture, la ministre du Commerce extérieur, qui sont contre cette entente parce qu'il y a beaucoup de pression en France de la part des agriculteurs, très particulièrement, qui disent, nous, le libre-échange, on en a soupé, qui peut-être mélange toutes sortes d'affaires parce que c'est vrai que le libre-échange, entre guillemets, entre l'Ukraine et le Canada, c'est pas exactement la même affaire, que les œufs ukrainiens, que la volaille ukrainienne qui a eu de l'impact sur le marché français, c'est pas exactement les mêmes normes qui sont régies entre le Canada et la France, par extension l'Europe, sur les produits commerciaux. Mais il y a une idée forte en ce moment, c'est que le libre-échange, il faut mettre les freins, et politiquement, c'est payant pour les politiciens qui adhèrent à cette idée. Or, M. Macron, hier, nous a dit, ne vous inquiétez pas, ne croyez surtout pas la rumeur populaire ou ce que vous pourriez entendre. Tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'en suis absolument pas convaincu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un précédent. Chypre. Alors là, évidemment, c'est pas un joueur qui pèse du même poids dans l'Union européenne, mais Chypre, où l'accord n'a pas été ratifié. Et ce que fait le gouvernement, c'est ils ont dit, on n'enverra pas la nouvelle à Bruxelles. On va se boucher les oreilles, on va se mettre la tête dans le sable, on va faire la, et on prévient pas Bruxelles que chez nous, ça passe pas. Donc, c'est comme si le réel ne s'appliquait pas. Et c'est un peu ce qu'on a l'impression que Paris pourrait vouloir faire, c'est-à-dire que s'il fallait que ça soit effectivement officiellement rejeté, on lèverait pas le téléphone pour appeler Bruxelles, puis on présume qu'à Bruxelles, personne lit les journaux ou regarde la télévision, donc ils sauront pas que le traité a été refusé à Paris. Et c'est pas une bonne nouvelle du point de vue du Canada. C'est pas un mauvais traité objectivement. Je sais que notre ambassadeur, M. Dion, pour l'avoir vu, y avoir parlé de ça souvent à Paris le printemps et l'automne dernier. Il est très soucieux. C'est pour le Canada un enjeu important. J'étais avec lui un jour où le lendemain, il recevait les agriculteurs, la résidence, pour les convaincre. Puis ils sont arrivés les bras croisés, sont partis les bras croisés parce que les Français n'en veulent pas de cette entente, même si au total, ça a favorisé l'agriculture française. Ouais. Non, c'est parce qu'au Canada, on n'a pas de temps pour ça, mais au Canada, depuis surtout l'électrochoc de Trump qui mettait des tarifs puis qui remettait en question l'entente de libre-échange, il y a une stratégie de se faire des ententes commerciales ailleurs dans le monde pour diversifier le commerce du Canada, être moins dépendant d'un seul pays, les États-Unis. Le temps nous presse, Stéphane. Je veux absolument t'entendre sur la journée d'hier du maire de New York, qui, malgré les scandales, les accusations, a l'air déterminé à rester en place, là. Oui, est-ce que ça pourrait être le cas longtemps? Parce qu'il y a des accusations maintenant formelles, très sérieuses, de corruption. Il aurait reçu des cadeaux, en particulier du gouvernement turc. Et ça pose une série de questions sur les comportements du maire et de son équipe, parce qu'il n'est pas le seul à être directement impliqué. Il y a tout un entourage qui est éclaboussé. C'est pas joyeux. Ce qui est intéressant, c'est la suite des choses s'il devait y en avoir. L'ancien gouverneur de l'État, M. Cuomo, qui lui aussi avait été éclaboussé pour d'autres affaires, qui en coulisses laisse entendre qu'il pourrait être l'éventuel candidat. Tout démocrate, lui aussi, pour être l'éventuel candidat pour solutionner tout ça. C'est une grosse déception pour les New-Yorkais parce que M. Adams s'était présenté vraiment comme le petit gars du peuple, capable de réconcilier les besoins des gens ordinaires. Excuse-moi la formule un peu... Mais en même temps, un policier, là, un ex-policier, donc l'homme droit, l'homme de la loi...
autour duquel il y a toujours des espèces d'odeurs, disons, pas de scandale, mais d'affaires qui seraient pas tout à fait réglo. C'est pas la première fois que son nom est associé à des trucs qui semblent pas très bons, mais il s'en est toujours très, très bien tiré. Et je termine là-dessus parce que je pense que c'est important. Je crois que c'est important. Il y a récemment celui qui est candidat en Caroline du Nord pour devenir le nouveau gouverneur, M. Mark Robinson, un Afro-Américain républicain qui s'est fait tancer, qui a été critiqué très sévèrement pour des propos qu'il aurait eus sur un site de porn. Tu t'en rappelles probablement, il se présentait comme le noir nazi. Alors là, il y a eu une émotion incroyable. Puis on peut le comprendre, c'est pas des propos qu'on souhaite. Et on se surprend que chez les républicains, il n'y a pas eu plus d'indignation. Et je reviens toujours à ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les électeurs, et tu le sais, sont revenus d'un certain nombre de choses. Et ce qui se passe dans le cas de New York, d'abord, il y a les allégations très, très, très sérieuses, mais des propos au fil du temps du maire qui étaient déconcertants, qui n'ont jamais été rapportés. Juste avant la Convention démocrate, quelqu'un qui demande au maire, justement, comment arrivez-vous à rester focusé, compte tenu qu'il y a une enquête sérieuse du gouvernement fédéral? Sa réponse, c'est je suis un homme concentré et je sais sexualiser les choses. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait c'est bizarre? Dans une autre entrevue, on lui demande pourquoi vous aimez New York? À quoi résumez-vous New York? Ben, il dit, je résume ça à ce que tout peut arriver. On peut se réveiller le matin avec des avions qui rentrent dans un édifice ou voir une entreprise qui vient au monde. C'est bizarre. Tu peux te tromper. Ouais. C'est bizarre, mais ces propos-là n'ont jamais été montés en épingle. Il n'y a jamais personne qui s'est arrêté pour dire mais il y a quelque chose de bizarre chez notre mère. Et c'est un clown. Et des problèmes de corruption, si c'est pas avéré, en tout cas des allégations sérieuses. Alors, t'as-tu vu l'histoire de son cellulaire? Quand le FBI a voulu... il y a un journal, c'est-tu l'USA Today, un journal qui a ça ce matin, que quand le FBI a voulu saisir son cellulaire, il aurait comme reprogrammé un nouveau mot de passe, changé le mot de passe de sécurité pour l'ouvrir, puis il dit de l'avoir oublié. Il dit qu'il se souvient plus des 4 chiffres, les nouveaux 4 chiffres qu'il a rentrés. Donc, plus personne peut avoir accès à son téléphone. Il est plus ouvrable, là. La bonne nouvelle, c'est que les policiers savent ouvrir des téléphones, même quand on dit les 4 chiffres. Oui. En fait, je pense qu'ils n'ont même pas besoin de le débarrer pour savoir ce qui se passe sur ton téléphone. Mais je reviens là-dessus. Est-ce que les électeurs américains sont aujourd'hui désabusés? Est-ce que les électeurs français, les électeurs canadiens le sont peut-être? Oui. Alors, quand on se surprend qu'un républicain qu'on veut ne pas aimer réussit à rester en piste malgré des trucs qui peuvent avoir l'air problématiques, c'est peut-être parce qu'il y a des précédents qui font que les électeurs, de façon générale, se disent « Ouais, pis, c'est pas heureux, mais ça donne une idée de l'estime que nous avons de ceux-ci. » Stéphane, je te souhaite une très belle fin de semaine. Je nous la souhaite, ça annonce bien, je regarde dehors, puis il fait beau. Ben voilà, salut.